Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour Barthélémy Dias. Verdict de la Cour d'appel dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. La question que se pose l'opinion publique. Dias fils peut-il perdre son mandat de député? Les éclairages de la rédaction dans un instant. Le refus systématique des piétons d'emprunter les passerelles n'est-il pas une cause de la recrudescence des accidents de la circulation? Une interrogation légitime au lendemain du drame qui a coûté la vie à 2 jeunes. Les Sénégalais s'expriment dans ce journal. 60% des états de démence au Sénégal sont dus à l'Alzheimer. Cette maladie évolutive qui détruit la mémoire est très peu connue des populations, ce qui engendre un retard dans le diagnostic. La journée d'Alzheimer et la journée mondiale dédiée à l'Alzheimer est célébrée ce 21 septembre. Et puis, Différents qui oppose Marodi à la direction de la cinématographie dans le cadre de sa nouvelle production, la série Rebelle. Le préfet de Dakar a interdit la conférence de presse organisée par la maison de production est prévue ce mercredi. Les réactions du réalisateur de Rebelle, Chan Chandoum, avant la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Le verdict est tombé pour le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme par la Cour d'appel de Dakar. En d'autres termes, la dite cour a confirmé le verdict prononcé en première instance par le tribunal correctionnel de Dakar dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. La famille du défunt réclamait pour sa part 150 millions de francs CFA en guise de dédommagement, soit 6 fois plus que les 25 millions de francs CFA décidés par le juge de première instance. Le reportage est signé Habib Faye à Lundiagne. Le juge n'a pas suivi le réquisitoire du parquet général. Il confirme la peine infligée au maire de Dakar en première instance. 2 ans, dont 6 mois ferme. Barthélémy Dias, absent dans une salle d'audience envahie par ses partisans dès les premières heures de la matinée. Ils ne cachent pas leur déception. C'est un procès qui ne devait même pas avoir lieu. Je rappelle que nous sommes à 10 ans de procès. C'était à la veille de la présidentielle de 2012 que Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-Cœur, a été attaqué dans l'institution municipale. Il s'attendait à un acquittement du maire de Dakar, estimant que ce dossier vieux de plus de 10 ans n'est qu'un épée de Damoclès. Mais nous sommes désolés qu'il ne puisse pas être purement et simplement acquitté. Parce qu'on n'a même pas donné l'opportunité au maire d'arriver au tribunal et de se mettre à la barre pour entendre de lui-même le verdict. Pour sa part, la partie civile veut garder sa sérénité, même si elle n'est pas surprise du verdict tant attendu. Le verdict ne nous a pas du tout surpris parce que en fait, ça ne fait que confirmer ce qui a été décidé en instance. Et nous ne sommes pas surpris parce que nous avons toujours soutenu que en fait, M. Barthélémy Dias est l'auteur de l'assassinat de Ndiaga Diouf. Et je pense que c'est ce que la justice a confirmé. Et voilà, donc il n'y a pas de surprise en ce qui nous concerne. La famille de feu Ndiaga Diouf réclamait pour sa part 150 millions de francs CFA en guise de dédommagement et intérêt, soit 6 fois les 25 millions de francs CFA décidés par le juge de la première instance. Concernant le recouvrement de la somme, la robe noire affirme que toutes les voies seront utilisées. J'ai entendu dire que la partie civile a été déboutée. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qu'ils disent sont de mauvaise foi. Parce que la partie civile n'a pas été déboutée. Parce qu'on a maintenu la décision d'instance, c'est que Barthélémy Dias a été condamné à payer la somme de 25 millions. Mais pour ce qui est du recouvrement maintenant de la somme, les 25 millions qui ont été maintenus, nous avons usé des voies de droit et des moyens de droit pour entrer à possession de ces sommes-là. Des députés de Yewwi Askan Wi ont effectué le déplacement pour soutenir leurs collègues, mais sans leur écharpe indésirable à l'intérieur du palais de justice, un tribunal sous haute surveillance policière.
Nous restons avec cette affaire. À tous ceux qui se demandent si Barthélémy Dias peut perdre ou va perdre son mandat de député, eh bien sachez que ses avocats ont 6 jours à compter du 21 septembre pour se pourvoir en cassation. La confirmation du jugement rendu en première instance par la Cour d'appel ce mercredi risque de mettre en péril le mandat parlementaire du maire de Dakar si jamais le pourvoi en cassation est rejeté. Dias fils n'est donc pas à l'abri d'une radiation de la liste des députés de la 14e législature. Son avenir parlementaire est entre les mains de la Cour suprême. Les explications, c'est avec Ibrahim Akana. Après analyse de la décision rendue par la Cour d'appel, une interrogation se dégage. Barthélémy Dias ne risque-t-il pas de perdre son mandat de député? La réponse, suspendue à la décision de la Cour suprême, qui entre désormais en jeu après confirmation du jugement en première instance dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Débouté par la Cour d'appel, les conseils de Dias fils disposent de 6 jours francs à compter du 21 septembre pour se pourvoir en cassation, autrement dit, saisir la Cour suprême aux fins d'infirmer la décision rendue en première instance et confirmée par la Cour d'appel ce mercredi. Même si Barthélémy Dias est condamné à 2 ans dont 6 mois ferme, peine qu'il a déjà purgée. Pour rappel, sa condamnation n'est pas pour autant définitive. Le maire de Dakar reste toujours député de la 14e législature, mais son mandat ne tient plus que sur un fil. Si la Cour suprême venait à rejeter le pourvoi en cassation annoncé par ses avocats, Dias fils devra faire une croix sur son mandat parlementaire comme stipulé dans la Constitution en son article 61 alinéa 6, je cite, « Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. » La bataille judiciaire se poursuit donc pour Dias fils et ses conseils. Il faudra donc convaincre par des arguments juridiques solides la Cour suprême pour sauver le mandat parlementaire du maire de Dakar. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Et si le non-respect de l'utilisation des passerelles augmentait le nombre d'accidents de la circulation? Vous le savez, hier mardi, 2 jeunes ont perdu la vie au niveau de la voie de dégagement nord. Alors que c'est interdit, eh bien, il y a encore des piétons qui prennent le risque de traverser la chaussée. Notre équipe a tendu le micro à certains piétons qui tentent justement de sensibiliser sur la nécessité d'emprunter les passerelles. Le reportage est signé Marcel Farba Maroun. C'est mieux, c'est mieux de traverser à travers la passerelle pour éviter les dangers de la circulation. Il aura hélas fallu qu'il y ait perte en vies humaines pour que le débat soit relancé. L'utilisation des passerelles par les piétons est devenue une question vitale. Chaque personne avec sa propre conscience. On a mis en place des passerelles pour que les piétons puissent traverser. Donc on ne doit pas les ignorer si on tient à notre vie. Nous avons une part de responsabilité dans les accidents. Ce n'est pas seulement la responsabilité des chauffeurs. Vu qu'on a mis en place ces passerelles, en les empruntant, il n'y a aucun risque. Mais en traversant via les chaussées, ce n'est pas sûr parce que les voitures filent à vive allure. Et pourtant, malgré les décès enregistrés hier, mardi, il existe encore des piétons qui empruntent les chaussées pour traverser. Nous sommes justement au niveau de la VDN, au moment où ces images sont tournées, à quelques mètres du lieu de l'accident qui a emporté la vie de 2 personnes. Je conseille aux piétons d'emprunter les passerelles. Il n'y a aucun danger. On les traverse en toute quiétude, en toute sérénité. Question de maturité là. C'est une question de maturité. Celui ou celle qui emprunte les chaussées pour traverser manque de conscience à mon avis. On a mis ces passerelles uniquement pour éviter ces dangers justement. Ces derniers jours, le bilan des décès liés aux accidents de la circulation fait froid dans le dos. En près de 2 semaines, une trentaine de personnes ont perdu la vie dans ces circonstances. L'utilisation régulière de passerelles aiderait ainsi à réduire ces chiffres macabres.
prudence, maire de Sûreté, empruntant ses passerelles. Au lendemain de l'installation des commissions à l'Assemblée nationale, le patron de l'institution, Amadou Mame Diop, salue la responsabilité dont ont fait preuve les députés, même s'il note qu'il y a eu quelques tensions. Selon lui, l'hémicycle doit être une tribune où les discussions vont primer sur l'appartenance politique. Il appelle ainsi les parlementaires à taire leurs divergences pour travailler ensemble dans l'intérêt des Sénégalais. Ces propos sont recueillis par Fatima Touré. Vous en conviendrez avec moi, ce ne fut pas toujours facile à l'entame de nos travaux avec des incidents déplorables sur lesquels je ne m'attarderai pas outre mesure, mais que nos compatriotes et nous-mêmes avons vécu dans la douleur. Mais croyez-moi, la terminaison, notamment notre séance d'hier, a été belle, très belle et pleine de sérénité. Chers collègues députés, c'est ce Sénégal que les Sénégalais aiment, le Sénégal du dialogue, de la paix et de la concorde, du diso à la place du TSNT. Retenons la leçon et qu'elle inspire notre mandat qui nécessitera de notre part et que nous privilégions désormais cette façon de travailler. Nous ne pourrons pas, à l'évidence, être d'accord toujours sur tout, mais nous pouvons faire les choix d'une Assemblée nationale travailleuse où toutes les sensibilités politiques et sociales de la nation sénégalaise s'expriment librement, mais surtout intelligemment. Cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que de nombreux défis nous attendent avec une session budgétaire qui s'annonce très prochainement. Au-delà de nous devrons nous atteler au chantier de la modernisation de l'institution parlementaire. Je réitère ici ma détermination à travailler avec tous, autant que je compte aussi sur l'engagement de tous pour remplir nos nombreuses missions. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, va davantage s'impliquer pour la stabilité des prix et la relance des économies des pays membres. Déclaration faite par le tout nouveau gouverneur de la banque, une annonce faite lors de la 3e session du comité de politique monétaire qui se tient présentement à Dakar. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera. Le Covid-19, les crises sécuritaires sous-régionales, le changement climatique, la guerre russo-ukrainienne, autant de facteurs qui, de façon négative, ont impacté nos économies, augmenté les prix et ont malmené le pouvoir d'achat des populations. Face à toutes ces difficultés, la 3e session ordinaire du comité politique monétaire de la BCEAO veut apporter des solutions. Conformément à son mandat et dans les limites fixées par ses statuts, la Banque centrale, comme elle le fait déjà, jouera sa partition dans cette lutte contre la hausse des prix. Autre priorité annoncée à l'ouverture de cette session, assurer la stabilité monétaire pour soutenir la croissance dans la sous-région. Indiquer que l'atténuation de l'impact de ces crises sur nos économies constituera un des défis que je compte placer au cœur de mes priorités. Celle-ci nous oblige à être constamment vigilants et attentifs aux mutations en cours. Et nous impose surtout d'être proactifs pour proposer et prendre des solutions idoines au moment après. Pour rappel, cette 3e session ordinaire est la première tenue en présentiel depuis 2020. Principalement, le comité de politique monétaire a pour mission de maintenir la stabilité des prix, de soutenir la croissance économique des pays membres. Allez, parlons santé mentale à présent avec la journée mondiale dédiée à l'Alzheimer célébrée ce 21 septembre au Sénégal. 60% des états de démence constatés sont liés à l'Alzheimer, une maladie qui se manifeste par des difficultés à réfléchir, des confusions et des troubles. Nos reporters Cheikh Diop et Mohamed Dieng se sont entretenus avec le docteur Massamba Ba. Il est assistant-chef de clinique au service gériatrie de Fann. Reportage. D'après les études effectuées au service de gériatrie de l'hôpital Fann, la maladie d'Alzheimer représente 60% des cas de démence. Elle se caractérise essentiellement par des troubles de la mémoire, mais également par des troubles du raisonnement,
Donc, comment faire une chose, par exemple, prendre son téléphone, chercher un contact, passer un appel. Donc, la personne ne pourra pas raisonner correctement. Elle se caractérise également donc, par des troubles de l'orientation temporospatiale. Donc, c'est dire que la personne ne saura plus s'orienter dans le temps ni dans l'espace. Donc, ses fonctions vont s'altérer. Mais également d'autres troubles, des troubles des fonctions qu'on appelle des troubles des fonctions instrumentales, le langage. La personne veut dire quelque chose, elle cherche le mot. Donc, il y a une pauvreté de la mimique. Donc, tous ces troubles, des troubles également de la reconnaissance des objets, reconnaissance donc des visages familiers, donc des noms. Au Sénégal, plus de 60% des personnes vivent cette maladie. Elle est plus fréquente chez les personnes âgées. Effectivement, c'est une maladie très fréquente. Donc, surtout, nous, les études que nous avons eu à mener en milieu hospitalier, ces études nous montrent toujours que c'est la première cause de troubles neurocognitifs, donc disons de démence chez les personnes âgées. Donc, une maladie génétique, d'où l'importance d'un dépistage. Lorsqu'on atteint un certain âge, par exemple 60 ans, je dirais même qu'il existe des formes précoces, 50 ans, donc il faut faire très attention à sa santé mentale. Donc il faut consulter parce que c'est une maladie qu'il faut diagnostiquer précocement. Aucun traitement ne permet de guérir la maladie, mais des médicaments et des stratégies de gestion des symptômes peuvent soulager provisoirement. Ce 21 septembre est également célébré à travers le monde la journée internationale de la paix. Dans le sud du pays, en proie à un conflit irrédentiste depuis une quarantaine d'années, l'espoir renaît grâce aux intentions affichées de certaines factions d'aller dans le sens du dépôt des armes. L'État, de son côté, souscrit à cette démarche, mais déroule en même temps son programme de sécurisation intégrale de la Casamance par la reprise des positions stratégiques dans les fronts nord et sud. L'affront de Salif Sadio à l'endroit de l'armée à travers le kidnapping des militaires aura définitivement accéléré les événements dans le nord Xinjiang. Le commentaire est signé Lamine Ba. Sur le plan psychologique, le MFDC comprendra. La situation est rassurante malgré les frissons ressentis après le déclenchement des opérations de sécurisation de l'armée contre Salif Sadio en début d'année. Le chef de guerre, traqué et poursuivi jusque dans ses derniers retranchements par l'armée pour avoir commis l'imprudence de capturer et d'exhiber des soldats comme trophée de guerre, n'aura pas ébranlé le processus de paix qui a réussi à rester sur les rails. Bien au contraire, les opérations de sécurisation qui avaient pour mission de neutraliser toutes les positions irrégulières ont davantage donné le sentiment d'avoir cimenté une prise de conscience d'une issue irréversible par le dialogue. Hormis les quelques braquages enregistrés au lendemain des opérations de sécurisation sur la route nationale numéro 4, un fait prévisible au regard de la dispersion des combattants en provenance des zones d'opération, il n'a pas été répertorié d'incidents majeurs qui aient compromis le processus de paix. C'est l'inverse qu'on a noté avec l'ouverture des chefs de guerre les plus réticents à l'idée d'une sortie de crise négociée. C'est Bissau qui va accueillir la très symbolique rencontre tripartite État-MFDC facilitateur. L'engagement historique de César Atoute Badiate, chef du Front Sud, d'aller dans le sens du dépôt des armes révèle un acquis de taille qui illustre cet état de fait. Cette position de César Atoute Badiate ne va pas tarder à influencer l'initiative de réconciliation des ailes politiques et armées du MFDC, interlocutrice politique de la base de Diakaï, à aller dans le même sens en début septembre. Le cadre d'une issue par le dialogue se dessine donc et le processus de paix semble inébranlable en dépit des secousses provoquées par les opérations de sécurisation dans les fronts nord et sud. À côté de la posture de fermeté de l'État sur le caractère non négociable de l'intégrité territoriale, une grande brèche est ouverte pour les factions qui souhaitent privilégier le dialogue, ce qui donne une chance au processus de paix qui gagnerait juste à être plus inclusif. Et en prélude justement à cette journée consacrée à la paix dans le monde, Ziguinchor a célébré la journée donc en organisant un panel qui a regroupé observateurs de la crise en Casamance et plateforme des femmes pour la paix dans la région. Madame Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme, s'est félicitée des avancées considérables notées dans le processus de paix. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Lamine Ba. Nous avons organisé un panel avec les observateurs de la crise en Casamance. Ce panel va nous permettre d'identifier et de disséquer les menaces réelles de risque de résurgence du conflit en Casamance. Des propositions, nous retiendrons également les propositions de sortie de crise qui seront émises par les uns et les autres. Les perspectives
c'est de déposer ce qui sortira de ces panels, en faire un document qui seront transmis à l'État du Sénégal et au mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ce sera aussi un moment pour saluer les avancées considérables qu'il faut noter dans le processus de paix en Casamance. En effet, ces 2 derniers mois, nous avons noté les signatures d'accords de paix et de dépôt des armes par l'État du Sénégal, le mouvement des forces démocratiques de Casamance et des organisations de la société civile. Ce sont des avancées considérables qu'il faut aujourd'hui noter dans le processus de paix. Allez, en politique, nous nous intéressons à la défection notée au sein de l'APR dans la région de Matam. Il s'agit de Barka Cissé, ancien directeur des ressources humaines de l'agence sécurité de proximité, qui a décidé donc de rejoindre le PASTEF d'Ousmane Sonko. Une première défection officielle depuis la naissance du parti du président Macky Sall dans la région. Les détails, c'est avec Ali Bandelian. La première défection des rangs de l'APR depuis la naissance de ce parti dans la région de Matam. Barka Cissé, l'un des jeunes responsables de la ville de Matam, démissionne pour rejoindre PASTEF de Ousmane Sonko. Sur les raisons d'une telle décision, le leader des jeunes du quartier Soubalo explique. Nous avons décidé de quitter l'Alliance pour la République pour 2 raisons. Le Fouta prospère et le Fouta développé que nous avait vendu le président Macky Sall à travers son programme Yon Yokouté, ce Fouta est toujours resté à l'état projet. Rien n'a changé, rien n'a. Le Fouta reste une région en manque d'infrastructures structurantes pour tirer le développement local. Le chômage des jeunes, n'en parlons même pas. La misère des femmes, la misère des jeunes, la misère des Matamois. Malheureusement, avec la complicité des barons que lui-même qu'il a fabriqué qui sont au niveau du Fouta, ils ont changé les rôles en prenant des transhumants et écrasé tout ce qui avait cru au programme Yon Yokouté. Presque la bonne partie des gens qui ont été responsables au niveau de la région de Matam sont tous des gens qui n'appartiennent même pas à la PR. Aussi bien pour les anciens qui ont été nommés que les nouveaux. Nous avons pensé plutôt qu'avec cette forme de trahison voilée qui ne dit pas son nom, nous avons décidé de quitter tranquillement ce navire. Après les localités de Tcharen et de Sedo, où Beno Bokyakar avait été sévèrement sanctionné lors des dernières législatives, le parti présidentiel traverse des moments compliqués. Le départ de Malick Sall du gouvernement et la non-reconduction de Mamadou Mori Diaw, maire de Matam, dans le bureau de l'Assemblée, suscite aujourd'hui une très grande colère des populations. Et suite à sa disparition, les réactions s'enchaînent au domicile du défunt imam Moustapha Gueye. Le président des imams et oulémas du Sénégal est présenté comme un érudit et un rassembleur de toutes les familles religieuses. Ses proches pleurent le regretté disparu et attendent l'arrivée de la dépouille ce vendredi 23 septembre à partir de 14h. Nous écoutons le témoignage de ses proches au micro d'Aminata Mbaresso. C'est un unificateur. Donc, c'était son option. Tu ne peux même pas reconnaître qui est son fils ou qui est un étranger dans cette maison. Donc, c'était un érudit de l'islam, mais c'était un unificateur. Donc, il a été chargé de mission avec le président Senghor, il a été avec le président Abdou Diouf, il a travaillé comme commissaire général avec le président Abdoulaye Wade, il a travaillé aussi avec le président Macky Sall. Donc, c'est lui qui était chargé de la mission dans toutes les familles religieuses. 5-4-3-2-1-0, lecture, SS1. Imam Moustapha Gueye était tout pour moi. Il m'a appris le Coran et beaucoup de choses de la vie. C'était un homme multidimensionnel. Il nous aimait et nous portait dans son cœur. Il m'a apporté soutien à chaque fois que de besoin. J'ai prié pour le repos de son âme. Imam était dans l'ombre. Il faisait beaucoup d'actions pour les nécessiteux. Rien que pour ce geste, nous formulons des prières pour que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis. Et puis, Kër Mam El Hadj Baro de Ndiogène de Thiès célèbre le Maoulid à l'image de Tivaouane, Thiénaba et Ndiassane. Sur place, les préparatifs vont bon train. Un comité régional de développement consacré au Gamou s'est tenu à la gouvernance de Thiès et des dispositions importantes sont prises pour la sécurité des pèlerins. Le point, c'est avec Charanta Diop et Saïla Tire. Cette rencontre a réuni la délégation de la famille Ndiogène de Thiès, le chef de services régionaux,
le gouverneur de Thiès, le comité d'organisation du Gamou, ils ont échangé sur les modalités d'organisation de cet important événement religieux. La sécurité, la santé sont passés au peigne fin. Le comité d'organisation va travailler de concert avec la police afin que tout le monde puisse passer un Gamou paisible. Des sapeurs-pompiers qui se sont engagés pour faire des actions préventives. Un volet extrêmement important d'ordre sécuritaire a été abordé, la prévention routière. Certains conducteurs ne sont pas assez prudents, ce qui entraîne souvent donc des accidents regrettables. C'est un appel à tous les acteurs pour qu'ils roulent doucement. Le président du comité d'organisation du Gamou est revenu sur le sens du Gamou de la famille Ndiéguène. Alhaji Ahmad Baro Ndiéguène moom moo taxawal gàmmu gi jóge woon Saalum jaar Tëngéej def fa tarbiya yàlla wommat ko mu ñëw Thiès nekk Tijaan. C'est Alhaji Baro Ndiéguène qui a initié ce Gamou. Il venait du Saloum, il a fait un passage à Rufisque, puis il est venu s'installer définitivement ici à Thiès. On le classe parmi les Moukhaddam de Cheikh Omar Fouti Tall. Nous essayons de perpétuer son legs inscrit dans des textes fondamentaux. Silsila bi ci maam Cheikh Omar Foutiyou la jokku. Serigne Mounirou Ndiéguène, le calife de Mame El Hadji Baro Ndiéguène, a formulé des prières pour une paix durable, mais également à l'endroit des pèlerins qui vont venir de toutes les régions du pays. Allez, amateurs de séries sénégalaises, vous êtes sans doute au courant du différend qui oppose la maison de production Mbarodi à la direction de la cinématographie et qui porte sur la diffusion de la série Rebelle. Eh bien, Mbarodi avait prévu ce mercredi de rencontrer la presse pour expliquer ce qu'elle considère comme étant un malentendu entre sa maison et la tutelle, mais le préfet de Dakar en a décidé autrement en interdisant la rencontre. Nous écoutons Chan Chandoum, réalisateur de Rebelle. Il est au micro d'Ibou Diouf. Partager avec vous le contenu de la série Rebelle qui semble être problématique et nous pensons en fait que c'est un malentendu, c'est une erreur et nous avons voulu échanger avec vous sur la question. Malheureusement, la direction de l'hôtel nous a informé que le préfet interdit cette rencontre. Donc, pour ne pas être en faute, nous sommes dans l'obligation d'annuler la rencontre et nous vous communiquerons ultérieurement une date afin de pouvoir faire une déclaration à la presse. Le contenu est jugé problématique alors que dans nos Japonais, malentendu le. Moi qui vous parle, je suis un ancien enfant de troupe. J'ai été éduqué dans les valeurs de la République. Donc je ne saurais jamais ou pourrai jamais trahir ce pays. À présent, la version de la direction de la cinématographie via un communiqué. Elle a tenu à donner sa version des faits et en résumé, voilà ce que dit le communiqué. La direction de la cinématographie nous apprend qu'elle a été saisie le 17 mars 2022 par Mbarodi pour l'obtention d'une autorisation de tournage, que le dossier joint à cette demande de tournage était incomplet. Dans sa mission d'accompagnement des producteurs, le DG de Mbarodi a été reçu en séance de travail les 17 mai et 22 juin 2022, rencontre au cours desquelles il lui a été indiqué les sérieuses réserves quant à la réalisation d'une série dans le contexte actuel du dossier de la crise casamançaise et des effets que cette dernière pourrait produire auprès de l'opinion publique. Des rencontres avec la maison de production ont suivi, mais à l'issue de ces dernières, il a été constaté un manque de collaboration frisant la défiance puisque l'intéressé a continué à tourner. C'est donc fort de ce constat et des manquements à la réglementation qui lui a été notifié refus de tourner et mise en demeure de retirer la bande-annonce conformément aux dispositions de loi 2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d'organisation des activités de production, d'exploitation et de promotion cinématographique et audiovisuelle. Voilà donc le résumé du communiqué signé ce 21 septembre 2022 par la direction de la cinématographie.
Une affaire qui est donc loin de connaître son épilogue. Le kassak, une vieille pratique traditionnelle consacrée aux circonscrits qui a tendance à disparaître au Sénégal. Dans la ville tricentenaire, l'on tente de renouer avec cette coutume destinée à préparer le garçon à devenir un homme. L'association And Sokhali Sanchaba a circoncis plus de 100 enfants avant de sacrifier au rituel du fameux kassak. Et c'était en présence de nos reporters Ousseynou Diop et Habib Sek. Plus de 100 enfants ont franchi ensemble une étape importante de la vie de l'homme. Ces enfants, appelés frères de case, ont été réunis autour de cette cérémonie dénommée kassak. Une pratique traditionnelle et socio-culturelle qui a un impact sur l'avenir des enfants, mais qui est presque abandonnée et reléguée au passé à Saint-Louis. Donc c'est une cérémonie initiatique et nous avons cette année pensé que nous pouvions rassembler les enfants du quartier. Nous en avons rassemblé plus d'une centaine et avec l'appui de l'association mais aussi de beaucoup de personnes. Le kassak est une cérémonie traditionnelle qui enseigne beaucoup sur les devoirs et responsabilités de ces futurs hommes. Auparavant, certains circoncis fondaient leur famille juste après le kassak. Non, son impact c'est de montrer à l'enfant qu'il qu'il n'est plus ce petit enfant-là, mais qu'il entre dans la case de l'homme. C'est vrai aujourd'hui qu'avec nos petits circoncis, ce n'est plus comme ça. Mais à l'époque, les circoncis, c'était des gens qui étaient d'un certain âge, qui avaient 15 ans, parfois même 18 ans, et qui sortaient de cette cérémonie-là pour entrer dans ce que l'on appelait la case de l'homme. Selon les membres de cette association, l'objectif visé est de mieux aider les parents vulnérables à accompagner cet acte, qui est un passage obligé de tout homme. Le professeur Ahmadou Moustapha Sow était le parrain de cette activité. Allez, du sport à présent, avant de refermer cette édition, c'est un nouveau ministre des Sports qui compte faire dans la continuité en étant plus inclusif avec toutes les disciplines sportives, qui prend le relais de Matarba qui a bouclé 8 années à la tête du département avec des résultats qui ravivent l'amour des Sénégalais à son endroit. Le ministère des Sports a donc refusé du monde aujourd'hui lors de la passation de service entre Yankhoba Diattara et Matarba, et tout cela s'est passé sous l'œil vigilant de Cheikh Sadibou Diarra. Au ministère des Sports, la passation de service entre Matarba et Yankhoba Diattara avait les allures d'un meeting politique. Chacun sonnant la mobilisation pour un folklore indescriptible. Touché par l'élan de sympathie à son endroit, le ministre sortant ne manque pas de magnifier les résultats du sport sénégalais sous son magistère. Les résultats sportifs que nous avons obtenus pendant ces 8 années et plus découlent du soutien indéfectible que nous avons bénéficié de la part du président Macky Sall. Ces résultats sont le fruit du travail immense des cadres et agents du département, mais aussi et surtout de l'ensemble des composantes de l'écosystème du sport sénégalais. Ce soutien et cet accompagnement sont, à mon sens, la clé de voûte des victoires qui ont placé aujourd'hui notre pays dans le concert des grandes nations sportives à travers le monde. Matarba souhaite également beaucoup de réussite à son successeur. Monsieur le ministre des Sports, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès, beaucoup de réussite à la tête du ministère des Sports. Ce que vous trouverez dans le sport et dans l'environnement au niveau de l'administration ministérielle et dans le mouvement sportif et associatif, des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner. Pour sa part, le nouveau ministre des Sports appelle à l'union sacrée pour relever les défis futurs. Je serai le ministre de tous les sports. Je serai le supporter de toutes les disciplines. Le chantier sera certes vaste, mais tous ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dresseront devant nous. Les réformes entamées par mon prédécesseur, mon grand frère, dans ce département seront poursuivies. Les infrastructures seront renforcées. Le consensus sera mon credo. Le sport sénégalais fait face à plusieurs échéances à court et long terme. La continuité, comme quelques ruptures, sont donc nécessaires pour un triomphe global.
Et puis sachez que Matar Ba sera invité d'honneur de la délégation sénégalaise au Mondial du Qatar 2022. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Abdoulaye Der pour la deuxième partie du Soir d'Info. Justement, il reçoit le réalisateur de la série